Salut à tous. Ce soir, j'ai choisi de vous lire les témoignages de Baron Manda Gransey. Dans son introduction du livre Au Congo, Impression d'un touriste en 1898 ou 1898 pour d'autres. Dans son introduction, je disais-je, à la page 6, il nous dit ceci. De la région qui constitue l'État du Congo, la nature avait donc fait une véritable impasse. Les communications avec le monde extérieur étaient, sinon absolument impossibles. Du moins industriellement impossible, puisque pour aller de Matadi, où se termine la navigation maritime, jusqu'à Léopoldville, où aboutit le réseau fluvial, on était obligé de faire 400 km à travers un pays horriblement difficile d'accès, horriblement malsain, et où le portage à dos d'homme était le seul moyen de transport connu. Car le nègre est la seule bête des sommes qui y existent. On n'a jamais pu y faire vivre ni les chevaux, ni les chameaux, ni les mulets. Or, les porteurs mettent de 25 à 30 jours en moyenne à faire ce trajet. Ils ne peuvent guère porter que 30 kg et on ne les a jamais payés moins de 30 francs. À la fin, on le payait même 65 francs parce qu'on n'en trouvait plus, tant il en était mort. Car il paraît que ce malheureux mourait littéralement comme des mouches. Tous ceux qui ont parcouru l'ancienne route de caravane sont d'accord sur ce point. Ils disent que, à certains endroits, le sentier est littéralement bordé d'une double haie de squelettes. Quand un des porteurs tombait exténué, on répartissait sa charge sur le dos des autres et on continuait sans s'occuper davantage de lui. On dit même tout bas, en citant des noms, que certains Européens ont été abandonnés par leurs camarades sans plus de cérémonie. Le parfait explorateur est le plus souvent un assez triste personnage. En 24 heures, paraît-il, les os de ces cadavres étaient complètement nettoyés. D'abord par les hyènes et puis par les fourmis blanches. Mais il est à remarquer que hyènes et fourmis respectent toujours la peau de pied de nègre. Le cuir en est si épais et si dur que les dents et les mandibules s'y émoussent, de sorte que tous ces squelettes ont l'air d'être chaussés de sandales. C'est la partie qui concerne, bien sûr, un témoignage qui énonce déjà le nombre de morts. On parle ici de Léopoldville, vous savez qu'aujourd'hui c'est devenu Kinshasa. Mais l'auteur continue, poursuit au paragraphe suivant. Avant d'aller plus loin,
je voudrais consigner ici une réflexion qui m'est suggérée par tous ces détails que j'ai recueillis de la bouche d'une foule de gens ayant habité longtemps le pays. Ils sont tous d'accord sur ce point que la mortalité a été effrayante et qu'il était grand temps que le chemin de fer fût terminé parce que le portage allait devenir impossible faute de porteurs. Tous morts comme de mouches, celui qui vient de le dire. Je l'ai beaucoup pratiqué à Madagascar. Et un peu sur la côte est d'Afrique. Or, deux choses me frappent. C'est sa réflexion. À Madagascar, on considère 2 caisses de champagne comme constituant la charge type. Une bouteille de champagne pesant environ 1,800 grammes. Une caisse de 12 bouteilles représente à peu près, avec l'outillage, un poids de 24 kilos. Le porteur malgache porte donc couramment 48 kilos. Et j'en ai jamais vu un seul mourir en cours de route. Quelles que fussent les difficultés du chemin et la rareté de vivre. Les porteurs chinois de Yunnan et du Guangdong sont encore plus résistants. Ils portent jusqu'à 60 kilos. Si la mortalité a été aussi grande au Congo, où les charges n'ont jamais dépassé 30 kilos, il faut d'abord admettre que la race y est bien faible. Et puis, il faut aussi que les Noirs aient été bien maltraités. Du reste, ce qui semblerait le prouver, c'est qu'il paraît acquis que beaucoup de petites tribus de cette région ont émigré dans les possessions portugaises pour éviter les corvées. Elles aiment encore mieux l'esclavage. J'ai toujours soutenu que la race nègre qui a résisté à 300 ans de traite serait détruite par 50 ans de philanthropie. Ici, on fait allusion à Léopold II, qu'on considérait comme roi philanthrope, puisqu'il va épuiser toute sa cassette en se mettant sur le dos ces territoires 80 fois plus grands que la Belgique. Et sur le dos, les cannibales, les indigènes, sorciers, ainsi de suite. Barbares. Si cette émigration volontaire des tribus congolaises vers la terre où fleurit l'esclavage pour fuir la liberté est bien prouvée, cela constituera un bien bel argument en faveur de ma thèse. Mais je reviendrai plus tard sur cette question. Voilà, c'est là où l'auteur termine son témoignage. Il dit qu'il a causé avec beaucoup de gens qui ont séjourné depuis longtemps notre pays. Vous venez de remarquer qu'il relève 2 fois, même si c'est plein d'éléments qu'on considère aujourd'hui que ce raciste, mais à ce moment-là, à cette époque-là, il se le permettait et tout le monde avait les oreilles grandement ouvertes pour écouter de tels discours. Mais aujourd'hui, je crois que si quelqu'un se mettait à dire comme ça, je ne crois pas qu'il arriverait à la fin comme moi je suis arrivé avec cette lecture. C'était lu pour vous. Vous venez d'entendre là les nombres de morts de Congolais, uniquement par le portage. Ici, je ne fais pas encore allusion, mais lui-même a fait allusion à l'esclavage qui fait rage dans les terres angolaises. Mais vous savez que l'Angola a 9000 km avec le Congo. Donc, si ça fait rage là-bas, et que les Kyokos, c'est comme ça qu'ils appellent les Tchokwe, les Kyokos, qui étaient des intermédiaires, puisque depuis
15e siècle. Imaginez-vous que le 15e siècle, c'est à peu près la fondation de l'Empire Luba. Donc, et sont entrés en contact avec les Blancs. Diego Cao qui est venu en 1482, Diego Cam, moi j'ai étudié Diego Cao. Donc vous comprendrez que Omotunde, Kalala, Nyusure, qui dit qu'ils peuvent former une équipe de football en Guadeloupe, je crois que si on en compte, peut-être on recense le Caraïbe et les États-Unis, on va trouver peut-être aujourd'hui les doubles peut-être de ce que nous sommes au Congo aujourd'hui, ou les triples même. Donc, je vous dis que ce que je viens de vous dire, de vous lire, vous avez compris ou entendu avec moi qu'il y a eu de morts comme de mouches. Et si les Congolais portaient 30 kilos, comme ils disent théoriquement, moi je mets ça entre guillemets, puisque j'ai un autre témoignage que je pourrais vous lire d'un autre blanc qui a fait porter le bagage, cette fois-ci au Gabon. Et il dit comment il a réparti, puisqu'il y avait des métaux qu'on ne pouvait pas diviser ou partager. Donc, quand ils disent 30 kilos, c'est tout simplement théorique sur leur papier. Mais en pratique, ce n'était pas 30 kilos. Et c'est lui qui fait ce témoignage, il a confronté beaucoup de déclarations et il est arrivé à la conclusion qu'il y avait une très, très, très grande maltraitance. Bon, je ne veux pas parler à sa place. J'étais en train de réfléchir avec vous et je demande aux Congolais combien de temps nous allons encore attendre pour ne pas nous mobiliser et nous laisser mourir comme des mouches. C'est lui qui vient de témoigner. Puisque on a des photos. Si vous entrez sur le site d'Apareco, vous pouvez trouver certaines photos qui ne sont pas à montrer facilement comme ça, puisque nous, on n'est pas habitués avec le sang. Les éleveurs, les gens de bétail sont accoutumés à voir le sang et à égorger, à éventrer, mais pas nous. Donc, mais les photos que nous voyons, ce n'était pas dans nos habitudes, même quand il y a eu des conflits par-ci, par-là, entre mon groupe ethnique et le groupe de mes frères Luba du Kassai oriental. Mais en tout cas, on n'a pas connu de tels dégâts ou de telles manifestations de cruauté, de gens sans cœur. Donc, je disais que ce n'est pas moi qui viens de vous donner ces témoignages, mais ces témoignages viennent s'ajouter sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Ici, c'était 19e siècle, 18-19. Et nous allons attendre jusqu'à quand pour nous soulever, pour agir comme un seul homme, pour que, remarquez bien que le mal nous vienne que de l'extérieur. Hein. La mort nous vient de l'extérieur. Nous, on n'a invité personne. Nous n'avons adressé une invitation à personne. Et ça, nous ne devons pas oublier. Et les personnes que nous avons accueillies, puisque nous sommes hospitaliers, et nous ne leur posons même pas la question de savoir, ou même mener l'enquête pour savoir quelles sont les intentions qui se cachent derrière. Non, ce sont nos frères. Nous devons vivre ensemble. Pourquoi chasser les uns et laisser les autres? Les témoignages pullulent. En tout cas, le livre que moi j'ai parcouru, je peux dire que j'ai encore un peu de nerfs pour continuer à lire tout ce que je trouve dans ces documents rédigés aux premières heures de contact avec nos ancêtres. Merci beaucoup. À la prochaine fois pour notre exercice de lu et vécu pour vous. Ciao.